Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour ce nouveau numéro de Code 24, le magazine francophone de la rédaction de Futur TV en partenariat avec France 24. Ce soir, dans Code 24, direction Barbuda, une île au nord des Petites Antilles, qui est aujourd'hui déserte, ravagée par la fureur de la nature. C'est l'une des premières à avoir été touchée par l'ouragan Irma le 6 septembre dernier. 95% des infrastructures et des habitations ont été détruites et seulement un mort a été déploré. Alors qu'un autre ouragan s'approchait de l'île, les autorités ont pris une décision sans précédent, évacuer grâce à l'armée l'intégralité de sa population, soit 1800 habitants, sur l'île voisine d'Antigua. Depuis, les habitants de Barbuda sont toujours logés dans des conditions précaires. Sur Antigua, les deux îles forment un même État. Les Caraïbes sont en train de devenir un laboratoire des conséquences extrêmes du changement climatique. Certaines îles, comme Barbuda, risquent de devenir inhabitables dans les prochaines décennies. Les travaux devraient coûter 250 millions de dollars, un quart du PIB annuel d'Antigua et Barbuda. Ces habitants vont-ils devenir les victimes d'un exil inéluctable lié au changement climatique? Reportage de François Cardona, Vincent Rimbaud et Harold Grenouillot. Au petit matin, dans le port de Saint John, sur l'île d'Antigua, dans les Caraïbes, une quarantaine de personnes se préparent à embarquer. Ce sont des habitants de l'île voisine de Barbuda. Pour la première fois depuis le passage de l'ouragan, les autorités viennent de les autoriser à revenir sur place pour constater les dégâts. Ça fait plaisir de rentrer à la maison. Ce sont les premiers déplacés climatiques des Caraïbes. Randolph, 57 ans, est professeur à la retraite. Il emporte beaucoup d'eau et des produits de première nécessité. Personne ici ne sait à quoi s'attendre. Nous, les Barbudiens, nous sommes des gens résilients et forts. Et je suis sûr que grâce à cela et à l'aide de Dieu, nous allons nous en sortir. J'espère que je vais arriver à voir ma maison et voir comment avancer. Mais je m'attends au pire. Barbuda se trouve à 2 heures de navigation d'Antigua. Mais tous sur ce bateau savent que plus rien ne sera comme avant. Ce sont des survivants. La colère de Dieu s'est abattue sur Barbuda. Nous avons eu des vents de plus de 300 km/h, des vents soutenus. Je n'avais jamais vécu quelque chose comme ça dans ma vie. Et pourtant j'étais là-bas en 95 quand l'ouragan Louis s'est passé. Mais ça n'était rien en comparaison avec celui-ci. C'était début septembre dernier. Cet ouragan monstrueux est le plus fort jamais enregistré dans l'océan Atlantique. Et dans les Caraïbes, il a tout dévasté sur son passage. L'ouragan Irma est classé en catégorie 5, la plus élevée. La vitesse des vents atteint le record de 295 km/h. Les îles des Caraïbes sont balayées. Voici une image de l'œil de l'ouragan. Et cette petite île au milieu, c'est Barbuda. Les autorités annoncent que 90% de l'île pourrait avoir disparu. Le pire reste encore à venir. Un autre ouragan se dirige sur Barbuda. Les autorités prennent une décision inédite, évacuer toute la population, 1800 personnes, par avion, dans l'île voisine, Antigua. Ce matin, une poignée d'habitants va tenter de faire le bilan des dégâts. Et je peux mettre ça à l'arrière du camion? Depuis le passage de l'ouragan, l'île est restée figée, en ruine. Presque aucune construction n'a résisté. L'île est toujours inhabitable. Un mois après le drame, il n'y a toujours pas d'eau ni d'électricité.
Une île déserte, fantôme. C'est incroyable qu'il n'y ait pas eu de mort parce que l'île est totalement dévastée. Voilà le centre de Barbuda. Ici, c'est le Madison Square Garden. Il y avait des bars, des restaurants, des salons de beauté, de tout, juste là. Et voici sa maison. C'est l'une des rares dont la toiture a tenu bon. Oh mon Dieu, ça fait tellement plaisir de voir ma maison. Avant de quitter l'île, les maisons ont été scellées pour éviter les pillages. La vitre n'a pas tenu le coup, elle s'est brisée. Mais tout est sec. 14 personnes sont venues ici le soir de l'ouragan. Leur maison était fragile. Et le lendemain matin, elles avaient été détruites. Ces derniers mois, les ouragans se sont enchaînés dans les Caraïbes. Irma, José et Maria. C'est extrêmement rare. Randolph en est persuadé, le réchauffement climatique en est responsable. Je crois que nous sommes les cobayes du changement climatique. Les futures générations pourront nous prendre en exemple et apprendre comment réagir. Il faut tous se mettre à l'énergie verte. Il faut nous adapter au changement. Les Barboudiens sont devenus de nouveaux déplacés climatiques, chassés de chez eux par des ouragans à répétition. Rien ne résiste. Tyrone a tout perdu. Aujourd'hui, c'est son anniversaire. Elle a 73 ans. Elle découvre son magasin, une quincaillerie-papeterie, ravagée. Je ne sais même pas quoi faire. Je veux juste que les gens dans le monde sachent ce qu'il s'est passé ici. Ils auraient dû nous laisser revenir une semaine après l'ouragan, parce qu'on aurait pu sauver beaucoup de nos biens. Mais ils ne nous ont pas autorisés à venir. Ils nous ont parqués à Antigua, sans nous permettre de revenir sauver nos affaires. Cela ne fait que quelques jours que les autorités disent avoir enfin dégagé les routes. Le petit État de Antigua et Barbuda n'a pas les moyens de tout reconstruire. Aujourd'hui, l'île est encore coupée du monde. La tour de contrôle de l'aéroport est détruite. Les militaires assurent le maintien de l'ordre. À leur tête ce matin, le sergent Henney, chargé de veiller à l'atterrissage périlleux de cet avion. Nous n'avons pas de moyens de communication avec l'avion. Alors notre présence ici est nécessaire pour assurer la sécurité de tout le monde. Un mois après le drame, rares sont les ONG internationales présentes à Barbuda. Samaritan Purse, une association caritative américaine, est la seule à disposer d'un avion. Ce matin, il débarque du matériel pour purifier l'eau, vital pour les habitants. Ils vont devoir filtrer eux-mêmes leur eau, car l'eau des puits qu'ils étaient habitués à boire est aujourd'hui contaminée. À cause de la pluie, des animaux morts, le pH est affecté et cela impacte énormément sa potabilité. Personne ne veut partir avec moi? Allez, au revoir, merci. Barbuda est aujourd'hui isolé, oublié du reste du monde, écrasé sous le poids des destructions. Tous ses habitants ont été déplacés à Antigua. Antigua a été épargnée par le cyclone. Après le drame, un vaste mouvement de solidarité s'est organisé pour venir en aide aux réfugiés. Les Barboudiens, qui n'ont pas été accueillis chez un proche, sont logés dans le stade municipal. Plusieurs centaines de personnes y vivent, hommes, femmes de tous âges et des dizaines d'enfants. Une vie entre parenthèses de déracinés. Les réfugiés se sont organisés, chacun avec des tâches précises, propreté, approvisionnement, cuisine. Yunik et Hakim, 9 et 8 ans, sont frères et sœurs. Les vêtements qu'ils portent proviennent de donations. Mon cartable me manque.
et mes jolis livres et mes chaussures. Moi, mon île me manque. Ma maison, mes habits, mes chaussures et surtout ma télévision. On avait une télé avec un écran énorme, mais tout a été détruit. Voilà où vivent Marianne et ses 4 enfants. Dans un vestiaire transformé en dortoir, où se serrent 13 personnes, 5 adultes et 8 enfants, depuis près d'1 mois et demi. Je ne supporte plus cette situation. Si seulement je pouvais avoir un autre endroit où aller pour sortir d'ici, aller ailleurs. Ici en plus, il y a beaucoup de gens qui volent nos affaires, vous savez. Malgré la promiscuité, le provisoire est en train de devenir permanent. Tous les matins, les enfants du stade partent à l'école, sans savoir quand ils reviendront à Barbuda. La reconstruction va coûter 250 millions de dollars, plus d'un quart de la richesse annuelle de ce petit État insulaire. Le Premier ministre a demandé l'aide internationale. Il a accepté de nous recevoir. Messieurs, désolé de vous avoir fait attendre. Je suis très occupé en ce moment. Gaston Brown dénonce le réchauffement climatique depuis des années. Il en appelle à la solidarité des pays riches, les responsables selon lui. Je dois avouer que nous n'avons pas reçu beaucoup d'aide. Les grands pays ne se sont pas mobilisés. Alors que, comme je l'ai déjà dit dans le passé, ce sont eux les grands consommateurs d'énergie fossile. Ceux qui contribuent au changement climatique et qui rendent les mers plus chaudes avec des tempêtes et des ouragans de plus en plus fréquents et féroces. Et dans le même temps, je ne vois pas ces pays prendre leurs responsabilités et nous dédommager pour les pertes et les dégâts. Alors combien de temps va prendre la reconstruction de Barbuda? Des mois? Des années? L'aide internationale commence à arriver dans l'île, mais au compte-gouttes. Aujourd'hui plane le risque d'une épidémie de moustiques porteurs du virus Zika, extrêmement contagieux, mais aussi de dengue et de choléra. L'armée a lancé plusieurs opérations de fumigation. Et les habitants s'organisent eux-mêmes pour sauver ce qui peut l'être. Allez, tirez, tirez! Wilson est pêcheur. Ces 3 bateaux ont été balayés par les ouragans. Il veut les ramener à Antigua pour les réparer. Mon bateau était ancré tout là-bas. Le vent l'a poussé jusqu'ici. Et vous avez une assurance pour compenser vos pertes? Non, non. L'économie va mal. Et je ne peux pas me permettre de payer une assurance si je veux m'en sortir. On vivait au jour le jour ici, alors maintenant, on tente de voir ce que l'on peut faire pour recommencer à travailler. On ne peut pas attendre, parce qu'on ne sait pas quand on recevra de l'aide. Peut-être que je n'arriverai pas à le réparer, mais il faut bien essayer. Ne pas se décourager et miser sur l'avenir. Un pari pour la petite épicerie de l'île qui vient de rouvrir ses portes, quelques heures par jour. L'île Rose et son mari Lincoln sont les seuls à avoir acheté un générateur pour faire fonctionner un petit frigidaire. Le plus important, c'est que notre communauté se reforme. Je vais garder mon magasin ouvert pour encourager les gens à revenir à Barbuda. Les habitants ne veulent pas revenir, car il n'y a rien ici. Barbuda est ravagé. Et si on encourage les gens, on reconstruira Barbuda. Et nous avons besoin d'aide. Si aucune aide ne vient, on n'y arrivera pas. Ces habitants vont-ils réussir à revenir de leur exil forcé pour reconstruire leur île? En raison du réchauffement climatique, les ouragans risquent de devenir plus fréquents et encore plus violents dans les Caraïbes. Désormais, la menace de destruction est permanente et Barbuda se retrouve aux avant-postes. Restez des nôtres, on se retrouve dans quelques instants. À tout de suite.
Retour sur le plateau de Code 24. Qui sont les mercenaires russes déployés en Syrie et combien y ont trouvé la mort? Souvent issus de communautés rurales pauvres, ils sont attirés par les gros salaires que proposent les sociétés militaires privées qui mènent des opérations en soutien à l'armée syrienne de Bachar el-Assad. Enquête sur un monde très secret, signé Elena Voloshin. Il est 8 h du matin. À l'usine de fumage de poisson de Kedrovoye, Faina Mikhailovna, la gardienne, a terminé sa vacation de 24 heures. Des nuits sans sommeil, elle en compte bien plus. Depuis 2 semaines, elle ignore tout du destin de son fils. La dernière fois qu'il m'a donné des nouvelles, c'était le 5 février. Il disait tout va bien. Mais depuis le 8 février, je suis rentrée du travail tôt le matin, comme aujourd'hui, et on m'a dit qu'il était mort. Et depuis, rien. On attend, encore et encore, mais personne n'appelle. De ce village de 3000 âmes, au moins 6 hommes sont partis combattre en Syrie. Ici, ils n'ont rien connu d'autre que le chômage, la misère et l'alcool. Là-bas, on leur promettait des fortunes par rapport aux salaires locaux. S'il gagnait bien sa vie, mon fils ne serait pas parti. Mais il n'y a pas de travail ici. Depuis ce combat du 7 février, où à 4000 km de là, l'armée américaine a bombardé des troupes régulières syriennes appuyées par des mercenaires russes, à Kedrovoye, les familles sont sans nouvelles. Mais ici, tout le monde a peur de parler. Depuis leur départ collectif en octobre dernier, le secret entoure les détails et le but du voyage de ces hommes en Syrie. Le beau-fils de cette autre voisine était aussi parmi eux. Je ne pensais pas qu'il était parti faire la guerre, mais pour apporter de l'aide. Oui, c'est ce que nous croyons aussi. C'est ce qu'on nous montre à la télévision, que nos soldats servent la soupe populaire et distribuent de l'aide humanitaire. Mais ces hommes ne sont pas devenus des soldats. Ils ont été enrôlés pour être des mercenaires. En octobre dernier, cet adolescent, dont le père voulait aussi partir en Syrie, a assisté à une étrange cérémonie. Elle s'est déroulée ici, à la mairie du village, dans cette salle qui fait office de centre culturel. Ça s'est passé ici, il y avait des bancs, des Cosaques sont venus, ils ont fait embrasser aux hommes leur fouet et la croix orthodoxe. Ils leur ont dit qu'ils devenaient aussi des Cosaques et qu'ils partaient garder la frontière en Syrie. Responsable du centre culturel, cette professeure de chant, elle aussi, a été témoin de ce rituel. Des Cosaques sont venus et ils ont adoubé nos gars. Un prêtre les a bénis et leur a dit « Vous allez accomplir votre devoir envers la patrie ». Il n'était pas question d'une zone de combat. Mais il parlait bien d'aller en Syrie. Oui, garder la frontière en Syrie. Qui pouvaient être ces recruteurs? Une piste, les Cosaques. Une communauté active pendant les phases de conflit. Des milliers d'entre eux ont servi la cause du Kremlin en annexant la Crimée et en combattant côté pro-russe en Ukraine de l'Est. Alors que le conflit ukrainien se poursuit, la Russie sert d'arrière-base à ses combattants. À Yekaterinbourg, la capitale de cette région, nous avons rendez-vous avec le chef cosaque de l'une de ces organisations paramilitaires. En exclusivité et sous couvert d'anonymat, il accepte de nous parler du plus grand secret militaire de la Russie, Wagner, la société militaire privée qui envoie des mercenaires en Syrie. Les gens signent des contrats selon lesquels ils ne doivent rien divulguer à personne.
S'il y a des fuites, ils ne reçoivent pas leur salaire. C'est pourquoi tout le monde garde le silence. Le ministère russe des Affaires étrangères a évoqué la mort de 5 civils russes suite au combat du 7 février en Syrie. Mais notre source a reçu d'autres informations directement de chez Wagner. 218 morts, c'est le dernier chiffre que nous avons. 150 personnes sont dans des frigos sur le territoire de la base de Wagner. Quand vous dites la base, c'est où? Molkino, c'est là qu'il y a le camp d'entraînement. Quand doit-on rendre les corps aux familles? Sans doute après l'élection présidentielle du 18 mars. Et encore par étapes, pas tout d'un coup. Il y aura des petites cargaisons, si on les rend bien sûr. Pourquoi est-ce si secret? La Russie mène pourtant ouvertement une opération aérienne et une opération maritime en Syrie. Parce qu'il s'agit avant tout d'intérêts commerciaux. Le but d'une société militaire privée, en soi, c'est quoi? Faire de l'argent. Ensuite, défendre les intérêts d'un État, là où l'État ne peut pas faire usage de son armée régulière. Si tu es enrôlé dans une société militaire privée, tu as vendu ta vie à une société militaire. Elle fait de toi ce qu'elle veut. Les mercenaires de Wagner, l'armée secrète de Vladimir Poutine en Syrie. Un nom jamais prononcé à voix haute par aucun officiel russe. En Sierra Leone, 2 ans après la fin officielle de l'épidémie Ebola en mars 2016, les survivants de la fièvre meurtrière se comptent par milliers. Et si le virus ne sévit plus, les ex-malades, eux, se plaignent d'avoir été abandonnés à leur sort. Nombre d'entre eux présentent encore des séquelles de la maladie ou sont encore stigmatisés. La plupart n'ont pas accès aux soins médicaux dans un pays considéré comme l'un des plus pauvres de la planète. Pour faire entendre leur voix et leur colère, ils ont décidé de s'organiser en association pour interpeller leur gouvernement et alerter l'opinion publique internationale. Certains n'ont toujours pas retrouvé les corps de leurs proches enterrés à la hâte dans des cimetières de fortune. Ebola, la bataille des survivants, c'est un reportage de nos envoyés spéciaux en Sierra Leone, Patrick Fondio et Tristan Lepay. Un décor de collines escarpées, au-dessus d'une vallée au bord de l'Atlantique. Freetown, la capitale surpeuplée de la Sierra Leone. Le théâtre d'une tragédie encore dans tous les esprits. Ebola, un virus dont le nom est devenu celui d'un des principaux cimetières de la ville. Le voici, 2 ans après la fin de l'épidémie, envahi par les folles herbes, avec ses centaines de tombes comme abandonnées. Impossible de ne pas marcher sur des sépultures. La majeure partie des tombes a été creusée en 2014, au pic de l'épidémie. Il y a longtemps qu'Hassan n'a pas remis les pieds ici, où repose sa mère, sous une épaisse broussaille. De quoi nourrir sa colère, toujours aussi vive. Regardez-moi ces tombes. Elles ne sont pas vraiment entretenues. Voyez comment le gouvernement fait preuve d'une grande négligence à notre égard. Ça, c'est un des signes que nous sommes totalement abandonnés, que nous sommes mis de côté. Nous, les survivants d'Ebola, nous sommes négligés. Hassan est lui-même un ancien malade. Il est l'un des rares de sa famille à avoir survécu au virus. L'épidémie a aussi emporté son père, sa belle-mère, 3 frères, son fils et sa femme, enterrés un peu plus loin. Mais comme des milliers de survivants, il n'a jamais pu retrouver les tombes de 4 de ses 7 proches disparus. 2 ans après, impossible pour lui de faire son deuil. Comment voulez-vous que je fasse le deuil de gens que j'aime, alors que je ne sais même pas où ils sont enterrés? Même debout devant la tombe de ma femme, je ne suis pas sûr que ce soit bien elle qui est enterrée là. Car il y a tant d'erreurs qui ont été commises. Hors de Freetown, la capitale, Matieri, un de ces villages martyrs décimés par Ebola. Ici, une trentaine de toits,
mais 68 morts, ayant laissé des dizaines d'orphelins. Dans ce qui tient lieu d'école, les 322 élèves sont entassés dans 4 salles en terre battue. Sur les bancs, 83% d'orphelins d'Ebola, souvent eux-mêmes d'ex-malades, comme Safinatou. Des écoliers, tous soutenus ici par leur directeur. Le directeur nous encourage, nous les survivants. Il nous dit de ne plus penser à nos parents, de bien travailler à l'école. Et c'est ce que nous essayons de faire. J'ai besoin de quelqu'un pour m'aider pour mon éducation. Je n'ai pas de cartable pour venir à l'école. J'ai seulement quelques livres, des stylos et des crayons que m'a donné le directeur. Une école isolée qui, faute de moyens, ne peut compter que sur la solidarité d'autres survivants d'Ebola, regroupés au sein d'une association dirigée par Youssouf Kaba. Lui aussi a survécu au virus, et c'est grâce à son activisme que l'école a pu s'offrir une toiture. Mais à ses yeux, il reste tant à faire pour ses orphelins. Nous avons à peu près 11 000 orphelins à travers le pays qui sont en souffrance et qui affrontent des problèmes de survie toute l'année. Ebola est peut-être parti, mais tout n'est pas revenu en ordre dans le pays. Des survivants meurent tous les jours de leurs conditions de vie et notamment pour des raisons de santé. Les séquelles d'Ebola, une préoccupation dont les ex-foyers de la maladie, comme ce quartier de pêcheurs de Freetown. Youssouf vient y tenir une réunion de son association de survivants. Des femmes en majorité souffrant de douleurs articulaires, de troubles auditifs ou visuels. Awa, par exemple, est en train de perdre la vue. Le problème, c'est mon œil gauche. Quand je couvre mon œil droit, je ne vois plus rien. Si on ne fait rien, je vais devenir aveugle. Notre droit à la santé, notre droit à la vie a été violé par le gouvernement de ce pays à travers la mauvaise gouvernance. Car ce pays a mal géré 15 millions de dollars et ses ressources auraient dû régler ses complications sanitaires. On aurait dû avoir de l'argent pour prendre en charge notre état de santé. Du coup, notre seul moyen, notre seul espoir a été d'attaquer le gouvernement en justice. Des millions de dollars d'aide internationale disparus. Très peu d'argent a été versé directement aux survivants d'Ebola. Ce groupe de rescapés reçoit ce matin un premier et unique versement, équivalent à 260 €. Une bonne nouvelle, mais à peine de quoi tenir quelques jours. Allez, restez des nôtres, on se retrouve dans quelques instants. À tout de suite. Retour sur le plateau de Code 24. Après l'accord de paix signé fin 2016 avec le gouvernement de Juan Manuel Santos, les forces armées révolutionnaires de Colombie sont devenues la force alternative révolutionnaire commune. 7000 combattants ont déposé les armes il y a quelques mois. L'ex-guérilla, mise à présent sur la politique, et a présenté des candidatures donc à la présidentielle de mai. Mais difficile de se faire une place sur la scène politique dans un pays encore très marqué par un conflit vieux d'un demi-siècle. Reportage signé Pascal Mariani, Juan Orozco et Andrés Melendez. La scène était impensable il y a seulement un an. Ex-combattants, militants de la première heure ou jeunes convertis, les sympathisants des FARC ne se cachent plus. C'est l'armée du peuple. Ça fait des décennies qu'ils luttent pour nous. L'ex-guérilla a conservé son acronyme et s'est converti en un parti politique, la Force alternative révolutionnaire commune. Son symbole, une rose rouge.
C'est à Ciudad Bolívar, le quartier populaire du sud de Bogota, que la FARC lance ce jour-là sa campagne, sous la protection de la police. Sur l'estrade, Rodrigo Londoño, alias Timochenko, ou Timo pour ses partisans. Candidat à la présidentielle de mai, l'ex-chef des FARC veut s'adresser aux plus défavorisés. La Colombie a besoin d'une vraie démocratie. Que la voix de ceux d'en bas, les millions et millions de pauvres qui n'ont jamais compté, soit écoutée et qu'ils puissent décider de leur futur. Que leurs demandes de justice sociale soient entendues. Avec 2% des intentions de vote, ses chances de l'emporter sont quasi nulles. Mais les militants sont conquis. Il parle le langage du peuple. C'est une personne qui veut lutter pour que nous soyons tous égaux. La fête ne durera pas longtemps. Dès ses premiers jours de campagne, Timochenko est agressé par des citoyens furieux dans 2 villes de l'ouest du pays. La FARC accuse ses ennemis politiques, les partisans de l'ex-président Álvaro Uribe, d'avoir organisé ces attaques. La campagne est suspendue. Depuis, les apparitions publiques de Timochenko sont rares. Sa proposition aux autres partis d'un pacte de non-agression est restée sans réponse. Bonjour, nous aurions voulu trouver un endroit plus confortable pour tous. Mais nous n'avons pas d'argent. L'ex-guérilla dit avoir remis tous ses biens à l'État pour réparer les victimes et elle n'a pas encore reçu l'argent prévu par la loi pour financer sa campagne. Je sens que ma bonne foi a été trahie, ainsi que la bonne foi de l'organisation. Ce qui est en jeu ici, ce n'est pas la campagne électorale. Ce qui est en jeu ici, c'est le processus de paix, que beaucoup voudraient réduire en miettes. La santé du leader des FARC est fragile. Le lendemain de cette conférence de presse, Timochenko fait un malaise. Il sera opéré à cœur ouvert. Sa candidature présidentielle est annulée pour raison de santé. Malgré les difficultés, le parti inaugure finalement un siège de campagne au cœur de Bogota à 3 semaines des législatives. Les contrôles à l'entrée sont stricts. La peur d'un attentat omniprésente. Depuis qu'ils ont déposé les armes l'année dernière, une 40aine d'ex-combattants ont été assassinés dans tout le pays. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à la maison des gens du peuple de Bogota. Je vous invite à entrer, il y a de la place au fond. Les caisses du parti sont toujours à sec. L'aide promise par l'État pour financer la campagne se fait attendre. Bon, nous allons inaugurer cette tirelire. Alors faites-la passer de main en main, et si vous le pouvez, déposez donc une donation volontaire. Ces hommes et ces femmes sont les candidats de la liste FARC au Parlement pour Bogota. Pour eux, la campagne doit continuer dans la capitale. Nous sommes en train de redémarrer certaines activités publiques. Et en réalité, les choses se passent très bien à Bogota. C'est une ville où la pensée critique est répandue, où le débat d'idées est bien reçu. Mais après un demi-siècle de guerre, porter dans la rue le message de l'ex-guérilla n'est pas une tâche facile. C'est quelque chose qui prendra du temps. C'est tout un processus éducatif où nous devons réparer toute cette haine qui existe envers les FARC. À Bogota, la moitié des candidats FARC ne sont pas des ex-combattants. Ils sont issus de mouvements sociaux, comme Andrés Camacho, professeur de mathématiques à l'université. Le 11 mars, il y aura des élections. Il faut faire le bon choix. Mais en Colombie, la politique est fortement discréditée et les blessures du conflit sont encore vives. Le tribunal spécial prévu par l'accord de paix pour juger les crimes de guerre tarde à se mettre en place. De nombreux citoyens craignent que les abus commis durant le conflit ne restent impunis. C'est bien qu'ils aient déposé les armes et arrêté les enlèvements, mais ça reste des guérilleros. Au lieu de faire de la politique, ils devraient purger des peines en prison, car ce sont des délinquants.
Bonjour, enchanté, je suis Andrés Camacho. Je suis l'un des candidats du parti FARC. Pour les militants FARC, l'objectif de cette campagne est avant tout de se faire accepter par la société. C'est bien l'idée de l'accord de paix, n'est-ce pas? Que l'on participe au jeu démocratique et que l'on puisse discuter de nos idées et laisser derrière nous la confrontation. Quel que soit le résultat du scrutin, l'accord de paix garantit au parti FARC 10 sièges au Parlement. Mais il faudra encore du temps pour que la réconciliation des Colombiens devienne une réalité. Restez des nôtres, on se retrouve après ceci. Retour sur le plateau de Code 24, 1968-2018. La révolution qui a bousculé les codes de la société française fête cette année ses 50 ans. Pour leur collection prêt-à-porter de l'hiver prochain, les designers de mode ont évidemment puisé dans cette formidable source d'énergie. Dior fait écho aux préoccupations actuelles, relayées par MeToo et Balance ton port, tandis que Marine Serre développe l'upcycling. La Fashion Week de Paris, un savant mélange d'effervescence, de rébellion et de mémoire. Reportage. 1968-2018. Les révolutions qui ont bousculé les codes de la société fêtent cette année leurs 50 ans. Pour leur collection prêt-à-porter de l'hiver prochain, présentée pendant la Fashion Week parisienne, les designers de mode ne pouvaient pas ne pas puiser dans cette formidable source d'énergie. Chez Dior, un collage de 80 mètres de long reprend les couvertures des magazines féminins de l'époque. Je suis allée voir ce qui s'est passé chez Dior en 68 et j'ai trouvé des images très joyeuses. Quand on s'habille pour soi, c'est ça la liberté. On choisit ses vêtements, ce qu'on aime, et c'est ce qui vous définit. Pour Dior, la transcription de cette liberté passe bien sûr par une recréation de silhouettes et de matières, mais avant tout par la précision du travail des couturières et des couturiers des ateliers qui cisèlent les matières et les patchwork. L'inspiration, c'est la jeunesse, l'émancipation des femmes et le féminisme. C'est non, non et non. Maria Grazia Curie a donc ouvert le défilé avec une dédicace spéciale, un message qui unit les années 1968 et 2018. J'adore ce message parce qu'il vient de Miss Dior. Je l'ai trouvé dans les archives. C'était écrit sur des écharpes et cela m'a étonnée. Parce que non, c'est non, non, non. Je pense que parfois il faut savoir dire non. Ce non fait étrangement écho aux préoccupations actuelles relayées par les hashtags MeToo et Balance ton port. On doit travailler pour l'égalité des droits, tout en respectant le fait qu'on est tous différents. La révolution, vous ne la sentez pas venir, elle est déjà là. Avec, par exemple, la jeune Corrézienne Marine Serre. Elle a étudié à l'école de la Cambre, en Belgique, gagné un prix au Festival de Hyères et remporté les 300 000 € du LVMH Prize. Il y a une partie très outerwear, avec toutes ces pièces très structurées, renforcées, des idées de protection, mais aussi l'idée vraiment de répondre à un quotidien, d'avoir des idées de confortabilité dans une pièce qui nous maintient. Puis voilà, une femme avec une certaine force. C'est tellement confortable. J'adore. Je me sens bien en fait, c'est comme que je suis dans le futur et j'aime bien. Marine Serre, très pragmatique, propose également de simples t-shirts, faciles à porter, faciles à vendre. La mode c'est un business. Mais Marine développe également l'upcycling, le recyclage. Toutes les pièces étaient faites à partir de pièces récupérées en entrepôt. On vient en faire en fait comme un matelas de tissu, on récupère la matière et on vient recouper toutes nos pièces là-dedans. Et puis c'était tout simplement important de faire des choix sur comment on produit aujourd'hui et je pense que le futur c'est aussi ça. C'est un moment très important où il se passe pas mal de choses. C'est un grand moment culturel pour nous. Et on va y arriver.
Après avoir boudé Paris au profit de New York pendant plus d'une décennie, Lacoste revient sur les podiums parisiens. Les collections dessinées par Felipe Oliveira Batista séduisent toujours les deux rives de l'Atlantique. Je viens des États-Unis et on adore Lacoste là-bas, autant que vous les Français. Le préau du très parisien lycée Carnot est auréolé entre autres d'un magnolia géant, un décor travaillé de concert par les équipes Lacoste et celle du bureau Bétac chargé de réaliser le défilé. Vous êtes combien à travailler sur le show? Sur un show, quand il y a 50 mannequins, il y a la production technique, le design studio, les habilleurs, les maquilleurs, les coiffeurs, les mannequins, la prod. Ça fait dans les 250-300 peut-être. Pour 10-12 minutes de show. Exactement, pour 10-12 minutes de show. À l'aube de la Seconde Guerre mondiale, René Lacoste a épargné aux ouvriers de la région de Saint-Jean-de-Luz un travail obligatoire en Allemagne en les engageant pour planter des arbres dans le golfe familial. Cette collection rend hommage à ce geste. J'aime beaucoup le vêtement en mouvement, parce que du coup, quand tu bouges, tu sens toute l'amplitude de la création. C'est toujours beau un vêtement quand tu bouges avec. Excite la nature, place à la bagatelle. Saint-Laurent cultive une atmosphère de discothèque. Anthony Vaccarello, l'actuel directeur artistique de la Griffe, reste fidèle à ses fondamentaux. Noir, sexy, cuir et rock. C'est un très beau défilé, c'est un très beau spectacle. Et c'est quelqu'un de très subtil, je veux dire, qui a su vraiment trouver dans les archives et avec son talent, je veux dire, une façon de relier comme ça Yves Saint-Laurent à aujourd'hui. C'est vraiment très beau. Pour conclure, fêtons l'anniversaire des 25 ans de création de l'artiste japonaise Tsumori Shisato. Son credo, s'amuser est réellement un travail sérieux. Son univers est chatoyant, inspiré des vêtements traditionnels d'Asie. On peut ressentir l'ambiance des marchés, tous ces gens qui travaillent dans des fermes ou dans des villages. Ils ne sont pas riches, mais ce qu'ils portent, c'est de la mode. Pour leur rendre hommage, Tsumori Shisato a travaillé pendant 3 ans à la réalisation d'un livre-objet. La Fashion Week de Paris, c'est un savant mélange d'effervescence, de rébellion et de travail de mémoire. Depuis 500 ans, perchés au sommet des beffrois qui dominent les villes du nord de la France, les carillons chantent. De Hans Scott à Douai, le métier de carillonneur est un métier ancestral. Nous avons rencontré Stefano Coletti, carillonneur de la ville de Douai. Reportage. Ils résonnent au coin des rues du plat pays. Depuis 500 ans, les carillons sonnent, perchés au sommet des beffrois qui dominent les villes du Nord. C'est un métier ancestral, celui de carillonneur. À Honscott, petite ville des Flandres, Alfred n'a pas quitté le sien depuis 30 ans. Et moi, je pense que c'est toujours un peu un privilège de monter dans tous ces escaliers, dans ces tours où les gens n'ont pas forcément accès. Et à 76 ans, il en faut de la passion et de la patience pour gravir une à une les marches qui le mènent en haut de la tour, construite en 1513. On remonte un peu au Moyen-Âge, quelquefois. Pour faire résonner son carillon, Alfred met du cœur à l'ouvrage. Et c'est vrai qu'il y a une énergie qui est dépensée parce que finalement, toute l'énergie sonore qui est envoyée, elle ne vient que de moi. Hein. La machine n'a fait que transmettre. Hein. Et encore, elle a eu des pertes entre deux. C'est toute une histoire et on en fait partie, la tradition. Le son des cloches, c'est la musique qui a bercé son enfance.
De toute façon, c'est ça qui me fascinait quand j'étais gamin, d'entendre cet air, cette musique, dont on ne sait pas très bien d'où elle vient en général, parce qu'en plus elle se réfléchit sur des maisons quelquefois. Donc ça crée une ambiance, et c'est ça qui me plaisait particulièrement, de pouvoir être le fantôme qui fait fonctionner cet instrument. Des décennies plus tard, rien n'a ébranlé sa passion pour l'instrument. Seule la centaine de marches pour y accéder pourrait un jour le faire reculer. Bien sûr, mais j'ai des collègues que je connais bien qui ont dû arrêter parce que les genoux ne supportaient plus, quoi. Ça doit être difficile. Enfin, c'est pas pour tout de suite. Comment vont vos genoux? Pour le moment, ça va, là. Le carillon de Hondschot a de beaux jours devant lui. À 100 km de là, à Douai, être carillonneur est bien plus qu'une passion, c'est un métier, celui de Stefano Coletti. Et ici à Douai, on a une tradition qui remonte au XIVe siècle. Depuis 1391, il y a un carillonneur qui est rémunéré par la ville pour ses fonctions. Et c'est vous aujourd'hui qui assumez cette fonction? Voilà, j'ai le plaisir d'être le 35e carillonneur depuis le XIVe siècle. Là, on l'entend là. Donc là, c'est le carillon automatique qui rythme la vie des Douaisiens. Donc là, c'est la demi. Voilà, donc là, c'est pas moi qui dirige, qui m'occupe de ça. Stefano joue une fois par semaine à Douai, le samedi, toute la matinée. Et ici comme ailleurs, il faut monter les nombreuses marches du beffroi pour atteindre la charpente qui enchâsse les cloches du carillon. La plus grosse cloche pèse 5 tonnes. C'est pourquoi Stefano joue avec les poings pour être sûr de faire sonner toutes les cloches, y compris les plus lourdes. Il faut une certaine force physique pour mettre en action le clavier. Et donc plus vous jouez dans le grave, et plus on a du poids en fait. Donc quand on a une certaine des pièces qui sont assez virtuoses, il faut s'armer de courage. À Douai, les carillons prennent aussi la route. Un moyen efficace pour Stefano de partager et d'enseigner. Nathan et Célian, 13 ans tous les deux, apprennent le carillon depuis 2 ans. Le carillon, je connaissais déjà, mais avant d'en faire, et moi je me suis dit pourquoi pas en faire. On est fiers quand on est carillonneur dans le Nord? Bah ouais. Pourquoi? Bah parce que dans le Nord, il n'y a que les carillons, et il n'y en a pas autre part. Donc en plus, le nôtre, il y a l'UNESCO, donc c'est une fierté. On en est fiers. Vous direz de remplacer Stefano, devenir carillonneur de la ville de Douai? Oui. Moi ça m'irait. Je sais pas si j'aurai le niveau, mais ça m'irait. Bon, vous postulez alors? Oui. La relève est donc assurée. Le carillon continuera de chanter dans les villes du Nord. Excellent. Code 24, c'est déjà fini pour cette semaine. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle fenêtre sur l'actualité internationale. Au nom de toute l'équipe, à la réalisation Sabine Chara, à la production Pascal Carambaroud et à la post-production Ziad Mayed, passez de joyeuses fêtes de Pâques. Bonne soirée.